Voilà, bonjour à tous, je suis Sylvie Rochard du Greffe Bretagne. Je vous accueille aujourd'hui donc pour un webinaire que nous organisons dans le cadre du SPRO, le service public régional de l'orientation, qui devient IDEO, le service public régional de l'orientation porté par la région Bretagne. Donc vous retrouvez des informations sur les actions de professionnalisation sur le site Se former en Bretagne dans la rubrique SPROEP. Donc vous retrouvez l'ensemble des actions et vous pouvez vous inscrire directement à ces actions à travers des formulaires d'inscription. Donc aujourd'hui, on vous accueille pour un webinaire sur la réforme de la formation. Cette réforme, nous l'abordons en plusieurs séquences. Nous avons déjà eu 2 webinaires sur la réforme qui sont disponibles en replay sur le site Se former en Bretagne également. Donc, on continue notre cycle autour de la réforme de la formation et aujourd'hui, un zoom sur l'apprentissage. Donc, nous accueillons Céciline Le Goya. Donc, je vais lui demander d'allumer sa webcam. Bonjour, bonjour Céciline. Donc, nous accueillons Céciline Le Goya de l'OPCommerce. Donc, c'est l'OPCO du commerce qui regroupe notamment 19 branches professionnelles. Tout à fait. Et donc la thématique d'aujourd'hui, ça sera sur un zoom sur l'apprentissage, et puis on aura d'autres webinaires à venir, notamment un webinaire sur la formation des salariés en entreprise, et puis un autre webinaire plutôt sur la certification, l'accompagnement des personnes vers la certification, et puis on abordera évidemment les blocs de compétences à cette occasion. Alors, nous avons donc autour de ce webinaire Céciline Le Goya qui est déléguée régionale et puis également Martine Agatenzi Manac, ma collègue du Greffe Bretagne. Alors, je vais lui demander d'allumer sa webcam et de débuter le partage de manière à ce qu'on puisse la saluer. Voilà, bonjour Martine. Donc Martine va être plutôt sur des fonctions de modératrice lors de ce webinaire. Donc, elle va être chargée de collecter les questions que vous aurez de manière à ce qu'on puisse les poser ensuite à notre intervenante Céciline. Donc, vous avez compris sur le mode de fonctionnement que vous avez ce bloc de questions-réponses. N'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à poser vos questions de manière à ce qu'on puisse prendre un temps où on va pouvoir échanger un petit peu avec Céciline Le Goya. Sur les questions que vous avez, c'est vrai que ce webinaire est réalisé dans le cadre du SPRO et donc destiné aux professionnels de l'orientation prioritairement. Il a été conçu en ce sens, donc plutôt pour des conseillers qui accompagnent des personnes dans leur parcours. Et donc, même si on aborde aujourd'hui la question de l'apprentissage, du coup, on a vu que parmi les participants, il y avait effectivement des membres du service public régional de l'orientation, mais également des organismes de formation et peut-être certains même qui voudraient être CFA. Donc, on prendra en priorité les questions qui sont destinées aux conseillers de l'orientation, aux conseillers d'orientation, pardon. Donc, avant de passer la parole à Céciline, juste vous dire sur le déroulement de ce webinaire. En fait, il va être en 2 parties. Alors, la première partie, donc je vais directement sur le diapo de manière à ce que vous puissiez suivre avec moi. Donc la première partie sera sur les 3 premiers points du sommaire, c'est-à-dire les enjeux de l'apprentissage dans la loi Avenir professionnel, ce qui doit changer pour simplifier l'accès à l'apprentissage, et puis un zoom sur le contrat d'apprentissage. Ensuite, on fera un petit break, on fera un temps de questions-réponses, et puis on abordera les points 4, 5 et 6, c'est-à-dire qui peut être CFA aujourd'hui, quelles sont les certifications qui sont ouvertes à l'apprentissage, et puis ensuite le financement du contrat d'apprentissage, et on reprendra un petit temps de questions-réponses. Voilà, je vais donc maintenant proposer à Céciline d'ouvrir son micro. Je crois que c'est fait déjà. Oui, c'est fait. Voilà, donc bonjour Céciline, merci d'être avec nous. Et puis du coup, je te laisse la parole pour la suite de la présentation. Très bien.
Merci Sylvie, bonjour à tous. Donc comme le disait Sylvie en préambule, effectivement, cette présentation, elle a été conçue en particulier pour vous permettre d'avoir des informations à jour sur le contexte global de la réforme et en particulier sur le contexte de l'apprentissage aujourd'hui. Il n'a pas vocation en particulier à descendre de manière très fine sur des questions qui seraient plus techniques. Je pense notamment aux organismes de formation CFA qui se sont inscrits ce matin. Donc c'est vraiment une présentation pour les acteurs du service public régional de l'orientation. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, pour les organismes de formation devenus CFA ou qui souhaitent le devenir prochainement, en tant que Lob Commerce, nous organiserons des temps forts sur cette thématique-là en particulier. Donc bien évidemment, vous aurez l'occasion d'être conviés pour que nous puissions échanger de manière plus fine sur des questions plus techniques que vous pourriez vous poser sur la mise en place d'un CFA ou sur tout ce qui est lié au contrat et au financement du contrat. Donc aujourd'hui, je reste volontairement assez globale pour cette présentation. Voilà. Néanmoins, si vous avez des questions, effectivement, vous pourrez tout à fait les poser. Alors, on démarre. Donc, simplement pour vous rappeler un petit peu le contexte de cette réforme et de cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. L'État a souhaité, eh bien, dans le cadre de cette loi, de rendre l'individu très acteur de son parcours, de le mettre au centre de son parcours professionnel et de formation. Ça, c'est la première chose. L'objectif, c'est de faciliter aussi l'accès à la formation, de rendre cet accès transparent, de réduire aussi le nombre d'interlocuteurs potentiels pour accéder à la formation. Je pense notamment au CPF, par exemple. Et puis, l'État a souhaité aussi de favoriser plus amplement le développement des compétences des salariés dans les entreprises, notamment pour les salariés d'entreprises de moins de 50 salariés. Donc, il y a vraiment une volonté forte de l'État d'accompagner les plus petites entreprises sur le territoire. Et puis enfin, l'objectif aussi, c'est de recentrer le système de formation, notamment sur le volet de l'alternance, et ça va être le sujet d'aujourd'hui, et aussi sur le volet de la gouvernance, puisqu'il y a un certain nombre de points qui changent en matière de gouvernance de la formation professionnelle. Alors, comme je le disais, l'alternance est au cœur de cette loi, notamment le sujet de l'apprentissage, mais de l'alternance de manière générale. L'objectif et l'enjeu, c'est de faire de l'alternance un outil qui soit encore plus performant au service de l'emploi et du développement des compétences, pour les jeunes en particulier et les entrants sur le marché du travail, pour faciliter leur insertion professionnelle au travers du contrat de pro ou du contrat d'apprentissage. L'objectif, c'est également de modifier, de changer l'image des dispositifs liés à l'apprentissage. On le sait bien, ça fait des années que ça dure. Il faut redorer le blason de l'apprentissage. Donc, il y a vraiment une volonté forte de proposer aux acteurs de se mettre en synergie sur les territoires pour promouvoir ce dispositif dans toute sa dimension. Et puis, il y a également un certain nombre d'éléments qui vont vraiment considérablement changer au niveau du panorama et de la mise en œuvre de l'alternance. On parle de Big Bang de l'apprentissage, puisque vous allez le voir, effectivement, les pratiques, les financements, les outils évoluent. Alors, qu'est-ce qui change au niveau de l'apprentissage dans le panorama d'aujourd'hui? Tout d'abord, comme vous le savez très certainement, c'est la fin de la compétence des conseils régionaux vis-à-vis de l'apprentissage, vis-à-vis de la carte de formation par apprentissage et pour les questions d'ouverture et de fermeture de section
par apprentissage. Donc ça, c'est le premier volet, non des moindres, qui a fait qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois à propos de cette loi. L'objectif, c'est aussi d'adapter l'offre de formation, d'en faciliter son accès et d'en accélérer son accès. Donc là, on reviendra aussi là-dessus. L'objectif, c'est effectivement d'introduire l'apprentissage finalement dans le marché concurrentiel de la formation professionnelle aujourd'hui. Le troisième point, c'est de garantir le financement de l'apprentissage et le financement pour l'apprenti. C'était déjà le cas précédemment, mais là, on a vraiment une volonté renforcée de faciliter et de garantir le financement de l'apprentissage et de l'alternance de manière générale. Également, l'idée, c'est de fluidifier les parcours en permettant au dispositif de bénéficier d'entrées et de sorties permanentes. Bon, là, on est dans la théorie, vous le savez bien, en tant qu'organisme de formation, en tant que CFA, il est plus facile de le dire que de le faire, mais l'objectif, c'est vraiment de tendre vers une entrée et une sortie permanente de cette offre de formation. Et puis, le cinquième point, c'est aussi pour l'État d'avoir facilité les conditions d'accès des jeunes et des publics vis-à-vis des formations par apprentissage, notamment en levant un certain nombre de contraintes, plus particulièrement dans certains secteurs. Je pense notamment au secteur de l'industrie, au secteur du bâtiment. On sait qu'il y a des conditions spécifiques en matière d'utilisation de machines, d'utilisation de produits, d'amplitude horaire aussi. Donc l'État a souhaité lever un certain nombre de contraintes pour faciliter l'accès des publics sur certains secteurs d'activité. Donc si on reprend, on a véritablement de nouvelles conditions d'accès avec des durées qui sont assouplies, on va revenir dessus. On a des formations qui sont de plus en plus individualisées et personnalisées pour permettre un accès facilité des publics, et puis des limites d'âge qui sont repoussées de manière générale pour l'ensemble des publics et de manière spécifique encore davantage pour d'autres publics. On a des mesures aussi qui ont été mises en place pour les plus jeunes, pour réfléchir à leur parcours d'accès à l'apprentissage, pour les moins qualifiés également. Donc, on a aujourd'hui des dispositifs tels que les 3e prépa métiers ou les prépas apprentissage, pour lesquels certains d'entre vous sont certainement positionnés sur l'appel à projet, sur le pic pré-apprentissage. On a aussi ce qu'on appelle des parcours sans couture, ce qui veut dire que l'on va tenter de n'avoir aucune rupture dans les parcours des publics et des jeunes, avec un rythme d'alternance plus souple, et puis la possibilité d'intégrer un CFA même si on n'a pas encore trouvé son entreprise, ou de rester dans le CFA s'il y a une rupture à un moment donné. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment le parcours sans couture. Il ne faut pas finalement qu'il y ait d'interruption dans le parcours du public, du démarrage jusqu'à la fin de son parcours. Et puis, on a aussi des procédures et des conditions qui sont simplifiées. On a la mise en place de médiateurs de l'apprentissage dans le cas de rupture. On a aussi des conditions qui sont facilitées pour devenir maître d'apprentissage et des coûts contrats qui sont régulés par France Compétences. France Compétences étant donc la nouvelle gouvernance finalement de tous ces dispositifs, et aussi des acteurs comme nous le sommes, impliqués dans la formation par apprentissage. Et enfin, l'État a souhaité également faciliter les échanges internationaux et européens pour les apprentis qui le souhaiteraient. Concernant le contrat d'apprentissage, finalement, il y a un certain nombre de mesures, comme je le disais, qui permettent l'assouplissement non seulement de la conclusion du contrat, mais également de l'exécution de ce contrat. Donc, on fait évoluer l'âge éligible pour intégrer un parcours d'apprentissage, puisque maintenant, on
peut aller jusqu'à 29 ans révolus, et voire même avec d'autres publics, cette condition d'âge finalement saute. Je pense notamment à des personnes qui seraient reconnues travailleurs handicapés, à des repreneurs ou des créateurs d'entreprises, ou encore même à des sportifs de haut niveau. Donc il y a un certain nombre d'assouplissements liés à l'âge pour pouvoir se positionner sur de l'apprentissage. On a assoupli aussi les conditions de durée minimum du contrat d'apprentissage, en particulier le contrat aujourd'hui minimum est de minimum 6 mois et peut aller jusqu'à 3 ans, voire même un peu plus selon certaines conditions. On ne parlera plus de procédure d'enregistrement de contrat. Vous savez que jusqu'à présent, il fallait passer par le réseau consulaire et les CCI en particulier pour pouvoir enregistrer un contrat d'apprentissage. Demain, la procédure sera simplifiée puisqu'il y aura un simple dépôt de ces contrats chez les opérateurs de compétences. Et puis, effectivement, le début de la période de formation en apprentissage, en CFA, est également assoupli puisque on peut entrer en formation par apprentissage et dans le CFA 3 mois avant le démarrage du contrat. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Dans l'exécution du contrat, on a des maîtres d'apprentissage qui vont pouvoir suivre le jeune et tutorer le jeune ou le moins jeune d'ailleurs pendant sa période d'apprentissage en entreprise. Donc il suffit d'être volontaire, majeur et d'offrir toutes les garanties de moralité. Donc c'est comme ça que la loi présente les choses pour les maîtres d'apprentissage. Je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de conditions d'exécution pour certaines activités et dans certains secteurs qui sont assouplis en matière d'amplitude horaire, hebdomadaire et journalière, en matière aussi d'utilisation de certaines machines ou voilà, dans certaines conditions. Et puis la mobilité à l'étranger qui est favorisée pour des apprentis qui pourront, sous certaines conditions, effectivement, partir à l'étranger et soit au niveau de l'Europe, soit à l'international. Voilà. Il y a également des mesures d'assouplissement permettant de rompre le contrat. Donc ça, c'est aussi, ça rentre toujours dans le chapeau que j'évoquais tout à l'heure sur le parcours sans couture, puisqu'effectivement, on a une liberté de rompre le contrat pendant la période d'essai, pendant les 45 premiers jours du contrat de travail. Et au-delà du 45 jours, on a plusieurs possibilités pour pouvoir rompre son contrat d'apprentissage, soit dans le cadre d'un commun accord, soit dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur, selon un certain nombre de conditions aussi, cas de force majeure, faute grave ou inaptitude de l'apprenti, décès de l'employeur ou du maître d'apprentissage, et puis dans le cadre aussi voilà, d'une entreprise unipersonnelle. On a des procédures qui sont simplifiées également, puisqu'aujourd'hui, on ne passe plus par les prud'hommes lorsqu'il y a une rupture, mais on va passer par un médiateur de l'apprentissage, un médiateur consulaire qui va aider dans le cadre d'une rupture. Voilà. Et enfin, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de verser une indemnité en cas de rupture, sauf si cela a été préalablement prévu dans le cadre du contrat. Je vous ai mis ici, alors je ne vais pas revenir sur cette grille de manière précise, mais donc je vous ai mis ici et vous pourrez le retrouver dans le diaporama que vous pourrez télécharger par la suite sur le site du Greffe Bretagne. Je vous ai mis ici aussi les conditions de rémunération qui sont prévues dans le cadre du contrat d'apprentissage, avec des minima, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, bien évidemment, ou conditions plus favorables liées au contrat et avec accord des parties. Alors finalement, qu'est-ce que cela va changer pour l'ensemble des protagonistes, j'ai envie de dire, du contrat d'apprentissage? Alors tout d'abord, les apprentis.
Donc, on le disait, les conditions d'accès sont assouplies, facilitées. On peut effectivement rentrer en contrat d'apprentissage ou en tout cas en formation et dans le CFA sans avoir obligatoirement l'entreprise dans les premiers temps. La durée est assouplie. On a aussi sur le volet financier une meilleure rémunération puisque les minima ont été revus. On a également la possibilité pour les apprentis ont la possibilité d'avoir une aide au permis de conduire. Donc cette aide, elle est mobilisable via le CFA qui doit accompagner l'apprenti pour obtenir cette aide de 500 € qui est proposée pour le permis. Et puis, on a, ce que je vous disais tout à l'heure, un parcours sans couture pour permettre aux jeunes, à l'apprenti de manière générale, de ne pas avoir de rupture dans son parcours de l'amont à l'aval, donc de la préparation du contrat à la sortie du contrat. Et puis les échanges internationaux dont nous avons parlé. Pour les employeurs, ce qui va surtout changer, tout d'abord, c'est le fait que l'employeur ne va plus s'adresser au réseau des CCI, mais à son opérateur de compétences. Donc, il n'y a plus d'enregistrement du contrat et du CERFA, mais bien un dépôt du contrat, un petit peu au même titre que le contrat de professionnalisation. Je prends souvent le pendant du contrat de professionnalisation parce que finalement, on va avoir un peu le même type de procédure pour déposer son contrat. On le disait aussi, l'offre de formation rentre dans le marché concurrentiel de la formation continue. Donc, on va avoir des CFA qui vont voir le jour et une offre de formation qui va voir le jour sur l'ensemble du territoire, au plus proche des entreprises, ce qui va aussi faciliter la recherche d'offres de formation pour répondre à des besoins. Les partenaires sociaux, ça c'est important aussi, sont impliqués dans la définition des certifications auprès de France Compétences au travers des commissions professionnelles consultatives de France Compétences qui vont inscrire l'ensemble des certifications éligibles au contrat d'apprentissage. Et concernant la gestion des ressources humaines, eh bien, comme je le disais, il y a une nouvelle procédure de dépôt de contrat. On ne fait plus d'enregistrement, mais du dépôt. La rupture du contrat est simplifiée. Et puis, il est plus facile aussi de repérer, de proposer à des personnes qui souhaitent devenir maîtres d'apprentissage dans l'entreprise de pouvoir le faire, puisqu'il faut 2 ans exigés d'expérience professionnelle ou à défaut 1 an d'expérience professionnelle plus un diplôme équivalent à celui préparé par l'apprenti. Autre point important pour les employeurs, si vous aviez aussi des questions sur ce volet-là, concernant le financement, donc on a aujourd'hui un financement qui se fait au coût contrat et qui est décidé, en tout cas qui est préconisé par France Compétences et qui est validé par les branches professionnelles. Et aujourd'hui, les aides, la plupart des aides qui existaient jusqu'à présent sont supprimées. Il ne reste plus qu'une aide unique possible pour des entreprises de moins de 250 salariés qui auront embauché un jeune en contrat d'apprentissage qui a un niveau inférieur, enfin entre le CAP, on va dire, et le niveau bac. Donc, dans ce cadre-là, il peut y avoir une aide pour ces entreprises de moins de 150 salariés, dont le montant varie entre la première année et la 3e année du contrat, si ce contrat se poursuit durant les 3 années. Et puis un rythme d'alternance qui est assoupli. Et également pour l'entreprise, alors là je ne vais pas rentrer dans la moulinette financière et technique de la taxe d'apprentissage, mais aujourd'hui l'entreprise va pouvoir verser une partie de sa taxe d'apprentissage directement aux organismes de formation et au CFA pour des dépenses liées à des équipements, à du matériel. Donc ça, c'est un versement qui se fera directement de l'entreprise vers le CFA et il n'y a plus de collecteur intermédiaire pour cette partie de dépenses imputables.
Et enfin, parmi les protagonistes, bien évidemment, la place des conseils régionaux a évolué, puisque les conseils régionaux n'ont plus la compétence pour gérer et travailler sur la carte des formations liées aux formations par apprentissage. Donc, ils sont recentrés effectivement sur l'information sur les métiers et les modalités d'accès et de formation. Vous êtes bien situé effectivement pour le savoir, puisque vous êtes bien impacté par ces modalités-là. Et puis, les conseils régionaux vont disposer d'enveloppes financières qui leur seront reversées par France Compétences. Et ces enveloppes financières pourront venir soutenir un certain nombre de CFA sur des formations jugées prioritaires via des métiers qui sont très en tension, où on a peu de taux de recrutement finalement sur certaines formations. Et ça, ce sera vraiment à chaque conseil régional de prioriser les CFA qui, sur leur territoire, pourraient être accompagnés sur cette péréquation ou sur de l'investissement, donc sur de la capacité à intervenir aussi sur l'investissement. Ça se fait vraiment à la discrétion de chaque conseil régional qui, en fonction de son territoire, va pouvoir venir en aide à un certain nombre de CFA. Alors, je vous propose qu'on passe peut-être un petit temps de questions-réponses après cette première partie, cette première présentation. Merci Céciline. Donc il y a il y a eu quand même plusieurs questions. Donc par rapport au temps qui nous est imparti, donc on va peut-être prendre une ou deux questions. On va voir par rapport aussi à la durée de réponse. On va essayer de mesurer tout ça et puis on passera ensuite à notre seconde partie. Donc Céciline, il y avait, si on peut, répondre à peut-être trois questions. La première, je vais commencer par des précisions par rapport aux dérogations d'âge d'entrée en apprentissage, notamment pour les moins de 16 ans. Est-ce qu'il y a des dérogations spécifiques? Alors, il est prévu effectivement que des jeunes seraient en capacité de rentrer en apprentissage dès l'âge de 15 ans, sous réserve qu'ils aient accompli leur cycle de formation initiale au collège et qu'ils aient fait une troisième. A priori, on pourrait supposer qu'il faut avoir un an d'avance, avoir réalisé sa troisième en intégralité et arriver effectivement en intégralité et de rentrer à l'âge de 15 ans, pourquoi pas, en contrat d'apprentissage. Après, il y avait des questions par rapport aux maîtres d'apprentissage et aux employeurs. Donc, oui. Par rapport aux maîtres d'apprentissage, est-ce que les maîtres d'apprentissage bénéficient de droits spécifiques sur leur CPF pour alimenter leur CPF ? Et est-ce que c'est à l'employeur de faire la démarche de mentionner ça pour intégrer dans leur CPF? Alors juste, je vais poser les trois questions qui vont autour du maître d'apprentissage. Il y avait également une personne qui posait la question, est-ce que le maître d'apprentissage bénéficie d'une prime comme dans le cadre du contrat de pro? Et puis une troisième question, c'était sur le montant des aides. Alors, je ne sais pas si on pourra revenir vraiment sur le montant des aides accordées aux employeurs. J'en profite juste pour redire que les questions vraiment très pointues, très techniques, on ne peut pas vraiment les traiter dans le cadre du webinaire. C'est une information assez générale, mais bon, dans la mesure du possible, Cécilie. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, concernant les aides liées on va commencer par le maître d'apprentissage. Effectivement, certaines branches proposent aux maîtres d'apprentissage et comme c'était le cas dans le contrat d'apprentissage, il peut y avoir des aides proposées à ces salariés qui font le choix et qui s'investissent finalement dans cette mission pour tutorer et accompagner les alternants dans l'entreprise. Là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu soit lié à la volonté, soit des branches professionnelles qui prévoient dans leurs critères de prise en charge effectivement une somme qui est attribuée sous certaines conditions et dans des conditions aussi de durée de ce tutorat. Eh bien, ils peuvent prévoir une prime
pour ce maître d'apprentissage, ou bien c'est à la discrétion aussi de l'entreprise qui peut le prévoir en interne. Donc là, on est plutôt sur des conditions liées à des branches ou à des secteurs ou à des entreprises ou à des contrats, des conventions, des accords de branche ou des accords d'entreprise. Donc là, c'est vrai, plus du cas par cas, j'ai envie de dire, en fonction des secteurs d'activité. Et oui, il y a un point qui est prévu pour abonder le CPF des maîtres d'apprentissage. Mais là, je botterai en touche parce que je n'ai pas plus d'éléments à vous donner là directement. Mais je sais qu'il y a des modalités qui sont envisagées là-dessus. Alors, vous savez qu'en termes de CPF, nous perdons quand même un peu la main sur le CPF, puisqu'aujourd'hui, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui devient l'interlocuteur privilégié en matière de CPF. Mais oui, je sais qu'il y a. Alors, si éventuellement d'ici la mise en ligne, j'ai l'information, je pourrais vous la transmettre. Je pourrais te la transmettre pour pouvoir le préciser, par exemple, sur le support. Et sur les aides aux employeurs, effectivement, la première année, l'aide est de 4 125 € annuel pour l'entreprise. La deuxième année, elle est de 2 000 € et la troisième année, elle est de 1 200 €. Donc, c'est une aide qui est dégressive au fur et à mesure de la durée du contrat et qui est, je le rappelle, liée aux entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un apprenti ayant un niveau entre le niveau, on va dire, CAP et le niveau bac. Alors, il y avait Maïwen également qui souhaitait avoir des précisions par rapport à la mesure spécifique pour les travailleurs handicapés. Est-ce que tu peux peut-être reprendre un petit peu l'explication ? Alors, sur les travailleurs handicapés, oui, il y a des abondements qui sont prévus, en particulier dans le cadre aussi d'accords de branche. Et puis, les personnes reconnues travailleurs handicapés peuvent intégrer un parcours de formation par apprentissage sans limite d'âge. Comme je le disais, c'est au même titre que les créateurs repreneurs d'entreprise et au même titre que les sportifs de haut niveau dans certaines conditions. D'accord. Peut-être la dernière question avant de passer à notre deuxième partie. Donc, plusieurs personnes posaient des questions autour du dispositif prépa métier. Est-ce que c'est un dispositif qui est semblable à celui qui existe actuellement dans les lycées pro ? Dans les lycées professionnels. Alors là, ça va permettre en fait au collège de proposer à des collégiens qui sortent de quatrième, à l'issue de la quatrième, de faire le choix d'être en prépa, en troisième prépa métier finalement, avec une forte mobilisation sur la réflexion de leur parcours professionnel et une mobilisation sur de la découverte approfondie de différents secteurs d'activité. Et il y a également dans ces troisième prépa métiers un renforcement de certains savoirs fondamentaux, en particulier sur le français et sur les maths. D'accord, merci. Voilà. Alors, il y a d'autres questions, mais je propose qu'on passe quand même à la suite. Et puis, de toute façon, on aura un deuxième temps d'échange à la fin de cette deuxième partie. Alors, poursuivons sur la deuxième partie et je te laisse la parole avec le diaporama. Alors, qu'est-ce qu'il faut finalement pour être CFA aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, vous savez qu'un organisme de formation qui veut devenir CFA, en particulier, ou une structure qui voudrait devenir CFA, doit faire une demande de numéro de déclaration d'activité auprès de sa directe régionale, et doit répondre à un certain nombre d'obligations qui sont des obligations assez classiques, entre guillemets, qui sont d'avoir la capacité à organiser un bilan pédagogique et financier, avoir un règlement intérieur. Il va falloir aussi, pour ces organismes, avoir un statut
statuts liés effectivement à leurs nouvelles conditions de CFA. Et puis, il va falloir aussi, ça c'est très important, une comptabilité analytique, parce qu'on imagine qu'un organisme de formation qui devient CFA devra avoir vraiment une comptabilité distincte. Donc ça, c'est très important. Et puis, il va falloir aussi répondre aux nouvelles exigences de certification qualité demandées par l'État. Donc, 32 indicateurs pour lesquels donc, les CFA et les OF historiques devront se mobiliser pour être dans les clous, je dirais, de cette certification qualité. Par ailleurs, donc, effectivement, les autres obligations, c'est de proposer une gratuité de la formation pour l'apprenti, mais ça, on en a déjà parlé. Il va falloir aussi mettre en œuvre un conseil de perfectionnement au sein du CFA, répondre à 14 missions spécifiques sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure, et puis répondre aussi à des obligations qu'on a appelées cocorico, c'est-à-dire de pouvoir apposer un drapeau français, un certain nombre des devises de la République. Tout ça doit être affiché au sein du CFA. Et puis, il va falloir organiser aussi le contrôle pédagogique en lien avec, je dirais, les ministères de référence par rapport aux diplômes et aux certifications proposées. Alors, les activités du CFA, globalement, pour une bonne partie, ne vont pas bouger, ne vont pas changer, que ce soit sur l'organisation de la pédagogie et la délivrance des cursus, le contrôle pédagogique, le recrutement des jeunes, c'est déjà des choses que les CFA faisaient et font aujourd'hui, l'administration des élèves. En revanche, donc, il va falloir effectivement piloter sa certification qualité pour ceux qui ne l'auraient pas fait, même si on sait bien que beaucoup aujourd'hui sont de toute façon data dockés. Donc demain, effectivement, il faudra régulariser les choses par rapport au data dockage d'aujourd'hui. Il va falloir aussi suivre des indicateurs de performance que le CFA devra afficher. Donc ça, c'est important. Et puis, sans doute une nouveauté, notamment pour les CFA historiques, sans doute moins pour les OF qui ont déjà l'habitude de travailler avec les OPCO, d'avoir une relation avec les opérateurs de compétences. Le CFA pourra proposer une formation de maître d'apprentissage et puis évidemment devra travailler sur l'ingénierie de la formation à distance ou pas, et puis effectivement organiser sa gestion financière. Donc c'est surtout la relation avec les OPCO qui va changer pour les CFA historiques, la nécessité d'être vraiment à jour dans ses obligations en matière de certification qualité, et puis l'affichage d'indicateurs de performance nécessaires aujourd'hui pour être CFA. Donc, les missions principales des CFA ne bougent pas non plus totalement aujourd'hui. Je dirais qu'elles s'élargissent. En particulier, aujourd'hui, les CFA vont devoir avoir en leur sein un référent mobilité et un référent handicap. Donc, certains CFA avaient déjà mis des choses en place. Ce ne sera pas forcément nouveau pour tout le monde, ni pour tous les organismes de formation, mais en tout cas, c'est une nécessité aujourd'hui que d'avoir un référent mobilité pour accompagner la mobilité internationale et européenne des apprentis, et aussi d'avoir un référent handicap qui va accompagner les apprentis travailleurs reconnus, travailleurs handicapés, pour les accompagner tout au long de leur parcours. Là, vous avez les 14 missions détaillées telles que la loi et les décrets le précisent sur un certain, donc toutes ces missions. Donc le CFA va devoir accompagner en amont le projet et l'intégration de l'apprenti pour pouvoir aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, l'objectif c'est d'avoir un parcours qui soit le plus individualisé et le plus personnalisé possible. Donc, il est nécessaire d'accompagner en amont
le projet du futur apprenti pour pouvoir décliner le parcours de formation qui sera le plus adapté à sa situation. Il va falloir accompagner bien évidemment à la recherche d'employeurs, mais ça, j'ai envie de dire que les OF et les CFA, pour la grande majorité, le font déjà, donc ce n'est pas une mission nouvelle en tant que telle. Il faudra bien évidemment veiller à la cohérence entre la formation en centre et ce qui est proposé en entreprise. Il faudra informer les apprentis sur leurs droits, leurs devoirs, la sécurité au travail, etc. Il faudra gérer les parcours sans couture, on en a parlé, accompagner aussi les apprentis sur le volet social, d'où l'intérêt aussi de la synergie des acteurs sur les territoires avec l'ensemble des acteurs qui concourent aussi à cet accompagnement social du public jeune notamment, et du service public de l'orientation. Favoriser et promouvoir l'égalité homme-femme, la mixité des métiers. Donc là, charge à chacun finalement d'organiser les choses pour favoriser cette promotion de cette mixité et de l'égalité homme-femme, de la diversité aussi, veiller à la lutte contre les discriminations. Comme on le fait finalement dans une entreprise en interne, il faudra aussi le faire vis-à-vis des publics accueillis. On a parlé de la mobilité, donc il faudra l'encourager à l'international et aussi en Europe et à l'international. Proposer et tracer aussi le suivi des formations à distance quand elles existent. Évaluer les compétences dans le cadre du contrôle continu et en fonction des exigences du certificateur, parce que ça c'est important aussi, les CFA devront être en lien étroit avec les certificateurs, que ce soit ministère de l'Éducation nationale, ministère du Travail. Donc c'est important effectivement d'avoir cette donnée-là à l'esprit. Et puis pour ceux qui auraient échoué à leur certification, il va falloir travailler aussi sur leur orientation, les accompagner sur ce volet-là. Et puis bien évidemment accompagner, c'est ce que je disais tout à l'heure, les bénéficiaires, les accompagner sur le volet des aides et en particulier, on en a parlé tout à l'heure, sur l'aide au permis, puisque c'est le CFA qui devra accompagner le jeune sur ce volet-là. Les indicateurs que devront publier les CFA sont les suivants. Alors là, j'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil non plus, mais tout de même, il faudra les afficher. Ça, c'est important. Et trouver les moyens aussi de les obtenir. On sait que suivre un apprenti quand il a quitté le CFA, ça peut être compliqué. Le suivi à moyen terme est également difficile. Chacun vit sa vie et puis c'est toujours plus compliqué. Toujours est-il qu'il faudra trouver les moyens d'afficher les taux d'obtention des diplômes et des titres, ça c'est a priori faisable. Les taux de poursuite en études aussi. Des taux d'interruption en cours de formation. Donc les taux de rupture et d'interruption vont être affichés. Le taux d'insertion professionnelle, donc là qui peut être plus compliqué à veiller, à surveiller quand les jeunes ont quitté le CFA, les taux de rupture, et puis ce que la loi appelle la valeur ajoutée du centre de formation. Donc là, j'ai envie de dire, ça va être à chacun de déterminer quelle est sa valeur ajoutée et comment elle a envie, comment le centre de formation a envie d'afficher cette valeur ajoutée sur son site, sur l'ensemble des vecteurs de communication qui sont les siens. Alors, qui peut dispenser des formations par apprentissage aujourd'hui? Bien sûr, les CFA historiques, on est bien d'accord, pourront poursuivre leur activité, mais également aujourd'hui les organismes de formation qui voudront développer une offre de formation par apprentissage, soit en la réalisant directement, cette formation par apprentissage, ou en étant sous-traitant d'un organisme, d'un CFA existant ou même d'une entreprise, puisque les entreprises aussi peuvent aujourd'hui créer leur centre de formation par apprentissage. Alors, bien évidemment, tout n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Beaucoup d'entreprises se sont intéressées à la question,
mais au final, toutes ne sont pas prêtes aujourd'hui. En général, il faut quand même avoir une structuration de certaines tailles. Ce sont souvent des entreprises qui ont déjà des organismes de formation intégrés et qui vont se questionner sur la nécessité ou non de construire ou de mettre en place un CFA. Voilà, il faut quand même des volumes. Et puis, il faut savoir aussi qu'une entreprise doit former ses propres recrues, mais potentiellement doit pouvoir accueillir des recrues externes. Elle ne va pas former que pour l'interne. Donc, tout ça, ça s'organise. Toujours est-il que, je dirais, ces trois acteurs se retrouvent aujourd'hui en mesure de proposer des formations par apprentissage. Ça change un petit peu la donne. Et la provenance des ressources financières est la suivante. Donc, vous le savez, on a aujourd'hui un acteur de gouvernance qui est France Compétences, qui va capter les collectes des entreprises en matière de formation par apprentissage et de formation par alternance de manière générale, et qui va redistribuer les fonds collectés. Alors, je vous rappelle aussi que donc, les opérateurs de compétences qui avaient vocation à collecter vont continuer la collecte encore en 2020 et en 2021, puisque après, c'est l'URSSAF qui va récupérer les collectes. L'URSSAF devait, dès 2021, démarrer cette collecte, mais finalement, les URSSAF ne sont pas prêts, donc ce sont les OPCO qui poursuivent un certain temps la collecte et qui reversent l'ensemble des collectes à France Compétences. Donc, France Compétences va reverser les fonds aux OPCO pour la partie alternance, va reverser une autre partie de la collecte aux conseils régionaux pour les enveloppes dont j'ai parlé tout à l'heure, pour favoriser de l'investissement et venir soutenir un certain nombre de CFA. Et puis, les entreprises vont aussi verser leurs dépenses obligatoires, leurs versements libératoires auprès des CFA sur le 13% du 0,08 de la taxe d'apprentissage. Et enfin, l'État viendra abonder directement aussi l'aide au permis de conduire. Les formations éligibles sont toutes les formations inscrites au RNCP, donc tous les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, alors qui sont délivrés au titre de l'État et tout ce qui est lié aussi aux certifications privées, c'est-à-dire aux certifications qui sont mises en œuvre et proposées par les organismes de formation, les chambres consulaires. Alors attention, toutes les certifications inscrites au RNCP sont éligibles à l'apprentissage, toutes sauf les certifications de qualification professionnelle, les CQP. Les CQP ne rentrent pas dans le cadre des certifications éligibles, en tout cas pas à ce jour. Donc ça, c'est important. Alors aujourd'hui, donc le RNCP est piloté par France Compétences. Alors je ne rentrerai pas là non plus dans la moulinette en particulier, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, donc c'est France Compétences qui pilote via notamment la commission de certification paritaire qui va effectivement étudier l'ensemble des certifications. Donc la CPC, je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui intègre donc le paritarisme, et c'est vrai que l'ensemble des acteurs du paritarisme auront un poids plus important dans le choix et les avis émis sur les certifications proposées. Et puis l'État a comment je dirais, a proposé aussi via France Compétences une certaine souplesse dans l'enregistrement d'un certain nombre de certifications pour pouvoir accélérer finalement l'enregistrement de ces certifications, puisqu'on sait qu'à une époque, il fallait un certain temps pour être éligible et rentrer dans ce fameux répertoire national. Donc là, il y a des procédures qui vont faciliter l'accélération de l'inscription au RNCP. Donc je le répète, les CQP ne sont pas éligibles à l'apprentissage.
Pour vous aider, vous avez une Bible, j'ai envie de dire, qui vous permet de vérifier quand vous accompagnez les publics, qui vous permet de vérifier si les certifications sont éligibles ou non à l'apprentissage. Il vous suffit d'aller sur le site de France Compétences. Vous avez un onglet qui vous permet d'aller vérifier donc quelles sont ces certifications et quel est ce répertoire national. Et vous allez dans la fiche de la certification, tout en bas, vous avez un pavé qui vous précise si oui ou non la certification est possible en contrat d'apprentissage. Donc, je vous invite grandement à aller systématiquement vérifier l'éligibilité des certifications sur ce site de France Compétences. Et pour terminer, très vite, concernant les financements et notamment la gestion de la transition des financements des contrats d'apprentissage, on a finalement deux pavés ou deux modalités un petit peu différenciées dans la gestion de la transition. Alors, la gestion de la transition, on arrive à son terme, hein, puisque la transition se termine à la fin du mois. On a d'une part les contrats 2019 qui sont signés dans le cadre des conventions régionales, donc dans le cadre de la carte des formations décidée par le Conseil régional. Donc là, le système reste le système d'avant, c'est-à-dire que ces formations sous convention Conseil régional sont financées jusqu'à la fin de l'année par les conseils régionaux sur la base des contrats publiés en préfecture. Donc le système jusqu'à fin, pour ces contrats-là, le système reste le système d'avant jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31/12/2019. Et ces contrats donc doivent être déposés et enregistrés par les chambres consulaires. Pour les autres contrats qui ont démarré en 2019 en dehors du cadre des conventions régionales, c'est-à-dire tous les CFA, les nouveaux CFA qui ont proposé là depuis la rentrée des formations par apprentissage. Dans ces cas-là, ces CFA déposent leur contrat auprès des opérateurs de compétences. C'est l'opérateur de compétences qui étudie ces contrats. Alors, je rappelle que pour le dépôt de ces contrats, les OPCO vont vérifier le CERFA, vont vérifier la convention de formation, vont vérifier le programme et vont avoir besoin d'une attestation du CFA qui précise que la formation, elle est bien hors convention conseil régional. Donc ça, c'est important pour déposer des contrats jusqu'à fin d'année 2019. Il faut avoir cette attestation. Et ces contrats sont financés dans le cadre des coûts-contrats qui ont été préconisés par France Compétences et actés par les branches professionnelles. Si je vous donne un exemple, au sein de l'OPCommerce, nous avons 19 branches professionnelles. Pour autant, et donc chaque branche décide de son coût-contrat par rapport à un diplôme. Ce qui veut dire qu'un même diplôme, potentiellement, peut être financé un petit peu différemment selon la branche professionnelle. Ça aussi, c'est important d'avoir cette information. Alors, on me dit qu'il faut que je me dépêche, donc je me dépêche. Donc, à partir de 2020, eh bien, nous allons récupérer en tant qu'opérateur de commerce tout le stock des contrats 2019 qui ont été enregistrés par les CCI et qui ont été financés dans le cadre des conventionnements conseil régional. Donc, à partir de 2020, les opérateurs de compétences étudieront l'ensemble de ces stocks qui vont leur être transmis. Donc,
je parle pour ma gouverne, l'Opcommerce, on va récupérer 27 000 contrats d'apprentissage qu'il va falloir étudier, sachant qu'à partir de 2020, pour ces contrats conventionnés conseils régionaux, on étudiera le meilleur coût applicable, soit le coût contrat des branches professionnelles est plus favorable, auquel cas on appliquera ce coût-là, soit le coût préfecture antérieur est plus favorable, et dans ces cas-là, on appliquera le coût préfecture. C'est un peu une moulinette technique, mais comme je sais qu'il y a quelques organismes de formation, j'en profite pour passer quelques petits messages. Donc vous voyez, c'est pas simple. Cette transition, elle est aussi, elle implique aussi les acteurs dans le financement des coûts. Pour les acteurs du service public régional de l'orientation, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les publics, c'est gratuité de la formation par apprentissage, quel que soit le public. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Si je peux conclure. Je crois que c'est la fin de ma présentation. Je vais reprendre. Alors effectivement, donc Cécilie nous avait préparé pour aller plus loin un certain nombre de liens vers des ressources sur autour de l'apprentissage. Donc pour répondre aux questions qui ont été posées au fur et à mesure, je vais plutôt question d'organisation, on va vous envoyer un mail avec un questionnaire d'évaluation et puis on vous enverra également le support, le diaporama. Et donc je redis pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début que le webinaire sera de toute façon en rediffusion. Alors il est presque midi, j'ai quand même envie de prendre peut-être 2 ou 3 questions pour profiter de ta présence, Céciline. Alors si je peux y répondre. Je reprends donc les questions. Il y avait des questions par rapport à l'apprenti, donc peut-être une question qui va être avec une réponse assez courte, je pense. Est-ce qu'il existe une aide à l'équipement pour l'apprenti? Oui, il existe tout à fait une aide au premier équipement qui est déterminée par les branches professionnelles. Donc effectivement, cette aide au premier équipement ainsi que les frais annexes liés à l'hébergement et à la restauration sont effectivement remboursés au CFA et rentrent dans le financement que l'opérateur de compétences accordera au CFA. Donc oui, il y a une aide au premier équipement. Une deuxième question autour de... alors c'était, voilà, si le jeune n'a pas trouvé d'employeur au bout de 3 mois, que se passe-t-il? Eh bien, il ne peut pas poursuivre sa formation. Il a 3 mois pour effectivement, avec le CFA et avec tous les acteurs qui concourent aussi à accompagner le jeune ou le moins jeune, l'apprenti, effectivement, il a 3 mois pour trouver une entreprise. Est-ce qu'il existera des parcours de formation à temps partiel? Ou est-ce qu'on est toujours sur du temps complet ou... À temps partiel, bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir plutôt que le temps partiel, c'est l'adaptation du parcours du jeune. Alors, du jeune ou du moins jeune. Donc, bonne question. Voilà, on n'a pas forcément réponse. Pour moi, c'est plus, il faut vraiment envisager aujourd'hui le contrat dans sa globalité. Non pas en heures, mais dans sa globalité, c'est le parcours qui compte. Donc, on peut avoir un diplôme, un même diplôme qui pourra être préparé par une personne avec tant d'heures et pour une autre personne en fonction du positionnement de départ avec un nombre d'heures moindre. Donc, je suppose que dans ce cadre-là, il peut y avoir des dispositions. Je pense notamment à des personnes reconnues travailleurs handicapés, des choses comme ça. Je pense qu'il peut y avoir des dispositions spécifiques sur le temps partiel. Mais je botte un peu. D'accord, merci. Pour la précision. Peut-être dernière question. Là, c'était plutôt sur les organismes de formation. Une personne posait la question, est-ce qu'il serait possible d'intégrer des apprentis dans des formations classiques diplômantes? Première chose. Et deuxième sous-question, est-ce qu'un organisme de formation a besoin d'être CFA pour proposer des formations par apprentissage? Ah oui. Alors, autant il est possible tout à fait de mixer des publics dans une même classe, dans un même groupe, ça c'est possible, des personnes en formation continue et en formation par apprentissage qui prépareraient le même diplôme, la même certification.
oui, c'est possible. En revanche, il faut être CFA pour pouvoir dispenser des formations par apprentissage. Ça, et avec une comptabilité, comme je le disais tout à l'heure, analytique et bien distincte. Voilà, dernière question, et puis je ne pourrais pas prendre l'ensemble des autres questions, mais une question sur la qualité des formations dispensées. Est-ce qui sera le garant de cette qualité? Alors, là, donc c'est en cours, effectivement. Tous les organismes de formation et les CFA devront être certifiés, avoir une certification qualité et répondre aux 32 critères, un peu comme pour Datadoc, que la plupart des organismes de formation connaissent. Nous, effectivement, on vérifiera que les CFA sont certifiés au bout du compte, donc qu'ils auront été certifiés par les certificateurs. Et puis après, si on a un doute, il y a aussi le service de contrôle de la directe qui pourra vérifier un certain nombre de critères. Et aussi, on aura des retours. Donc, si à un moment donné, on a beaucoup, ça arrive qu'on ait des retours soit d'employeurs, soit de public, eh bien, on fera des contrôles aléatoires, ou en tout cas, on pourra mettre en place un certain nombre de points pour vérifier que l'organisme répond bien aux critères qu'il a affichés comme étant certifiés. D'accord, merci beaucoup Céciline pour cette présentation. Donc, merci. Il est midi, on va s'arrêter dans les temps. Je veux juste donc conclure en vous redisant que effectivement, on va vous envoyer donc un mail avec donc un questionnaire d'évaluation qui se présentera comme cela, donc avec 4 questions, et puis on vous enverra également le support de présentation donc réalisé par Céciline Le Goya. Juste une petite information sur les prochains webinaires, comme je vous l'ai dit en introduction. Donc, on est sur un cycle autour de la réforme de la formation. Donc, en février, on aura donc un prochain webinaire donc avec l'OPCO de la construction qui viendra nous présenter donc la formation pour les salariés au sein de l'entreprise. Et puis en mars, je vous le disais également, donc on aura donc le GIP phare qui viendra nous présenter donc la certification professionnelle, donc comprendre la certification professionnelle dans l'élaboration de parcours. Voilà, juste un petit rappel donc par rapport à la manière dont vous pouvez rester informé sur le site du Greffe Bretagne, donc avec le mot-clé réforme de la formation. Vous tapez donc réforme de la formation, je vous montrerai tout de suite ce que ça donne pour retrouver l'ensemble des brèves qui sont parus sur la loi Avenir Professionnel. Et puis vous retrouvez donc en rediffusion les webinaires qu'on a pu réaliser, donc dans le cadre du service public qui se nomme maintenant IDEO, dans le cadre du service public régional de l'orientation et notamment également sur la réforme de la formation. Voilà, donc je vous laisse. Je remercie encore une fois Céciline Le Goya. Merci. Et donc je vais vous laisser donc sur le site du Greffe Bretagne avec une sélection donc que j'ai réalisée sur les brèves d'actualité sur la loi Avenir Professionnel. Voilà, à très bientôt. Merci à tous. Ah pardon, Céciline. Juste, je remercie tous les petits pour les commentaires que je suis en train de lire pendant que tu parles, Sylvie. Merci à tous pour ces petites remarques. J'espère en tout cas avoir apporté un certain nombre d'éclairages sur ce merci sujet en complexe tout cas pour de l'apprentissage. Voilà. Merci, au revoir.